Bonjour, je suis Rick de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourra vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose pour les nouveaux, pour ceux qui me regardent, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos, et ça fera vivre ma chaîne en mettant un petit pouce bleu. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Le sujet, ce sera qu'est-ce que c'est une zone démilitarisée ou DMZ. En informatique, une zone démilitarisée, c'est quoi? Eh ben, on appelle ça zone démilitarisée ou DMZ en anglais. Démilitarised Zone, désolé pour l'accent anglais, est un sous-réseau séparé du réseau local et isolé de celui ainsi que d'Internet ou d'un autre réseau par un pare-feu. Ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'accéder depuis Internet et qui n'ont pas besoin d'accéder au réseau local. Le DMZ, ce nom-là, vient de l'histoire comme quoi que au moment de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, ça faisait une séparation. Cette origine, ça vient de Corée. C'était pour séparer une zone démilitarisée pour régler le conflit qu'il y avait entre eux. C'est pour ça qu'ils ont créé cette zone-là. C'est à ça. L'informatique a repris cette information-là et l'a mis en zone démilitarisée pour expliquer la sécurité qu'on peut accrue, de sécurité vis-à-vis du réseau Internet, du réseau. Donc, il s'agit comme une zone de tampon avec le réseau non sécurisé, tel qu'Internet. Les services susceptibles d'accéder depuis Internet seront situés dans la DMZ. Et tous les flux en provenance d'Internet sont redirigés par défaut vers la zone DMZ par le pare-feu. Le pare-feu bloquera alors dans les accès au réseau local à partir de la DMZ pour garantir la sécurité en cas de compromission d'un des services dans la DMZ. Le pirate n'aura accès qu'aux machines de la DMZ et non au réseau local. Vous verrez, on en fera une pratique et ça vous sera plus parlant. Nous, on prévient donc que je vous dis à l'origine coréenne. L'inconvénient est que si cette zone, il n'y a qu'un seul pare-feu, une DMZ, on peut créer on peut jouer sur deux zones. Vous avez une première zone qui c'est l'inconvénient qui est unique, parfait, et compromis. Plus rien n'est contrôlé, si qu'une zone DMZ. Il est cependant possible d'utiliser deux pare-feux en cascade afin d'éliminer ce risque. Il existe aussi des architectures de DMZ où celle-ci est située entre le réseau Internet et le réseau local, séparés de chacun de ces réseaux par un pare-feu. Les DMZ ont pour objectif de renforcer le niveau de sécurité du réseau local de l'entreprise. Dans ce système, un nœud réseau protégé et surveillé tourné vers l'extérieur a accès aux éléments exposés au sein de la zone démilitarisée, tandis que le reste du réseau est protégé par le pare-feu. Lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre, la DMZ aide les entreprises à détecter et corriger la faille de sécurité avant qu'elles n'atteignent le réseau Internet, où sont stockées les ressources les plus précieuses. Ce qu'on trouve surtout dans la zone DMZ, c'est tout par exemple un serveur web et un serveur web et serveur de messagerie. En aucun cas, on aura Active Directory parce qu'on risque de ne pas faire sécuriser assez suffisamment ce serveur-là. D'accord? Donc l'objectif de la zone démilitarisée, c'est quoi? Avant tout, à protéger les hôtes les plus exposés aux attaques. Parmi ces autres, on trouve généralement des services accessibles aux utilisateurs en dehors du réseau local, tels que les messageries, comme je vous dis, les serveurs web et les serveurs DNS. En raison de leur vulnérabilité, celles-ci sont placées dans une sous-réseau surveillé, afin que le reste du réseau soit protégé en cas d'attaque. Les hôtes hébergés dans la DMZ restent uniquement peuvent uniquement posséder des autorisations d'accès extrêmement restreintes aux autres services du réseau interne. Car le niveau de sécurité des données transmises dans cette zone fait parfois défaut. Par ailleurs, la communication entre les hôtes hébergés dans la zone DMZ et le réseau SSL sont également limitées afin d'étendre autant que possible cette zone tampon. Cette pratique permet aux hôtes situés dans le réseau protégé d'interagir avec les réseaux internes.
et externe, tandis que le pare-feu se charge de répartir et de gérer les trafics partagés entre la DMZ et les réseaux internes. En général, un pare-feu complémentaire sera utilisé pour protéger la DMZ de toute autre menace menant du réseau externe. Vous voyez, s'il y a qu'un seul ça, vous verrez que je vous expliquerai sur la pratique. Donc, tous les services accessibles aux utilisateurs depuis un réseau externe devront être placés dans cette zone. Parmi les services les plus souvent rencontrés, on trouve... Bon, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, comme je vous expliquais, les serveurs web. Les serveurs web utilisent à des fins de communication avec le serveur de base de données interne peuvent être placés dans une zone DNZ afin de protéger la base de données interne, qui contient généralement des informations sensibles. Les serveurs peuvent alors interagir directement ou à l'intermédiaire d'un pare-feu pour l'application avec le serveur de page de base de données interne, tandis que les sécurités est assurée par la DMZ. Le serveur vous trouverez aussi le serveur de messagerie, les emails ainsi que les bases de données utilisateurs qui accueillent les informations d'identification et les messages personnels sont généralement stockés sur des serveurs dépourvus d'accès direct à Internet. C'est par exemple un serveur de fichiers. C'est pourquoi les serveurs de messagerie sont généralement construits ou placés dans la zone DNZ afin qu'il soit possible d'accéder à la base de données de messagerie et d'interagir avec ou sans qu'elle ne soit directement exposée à un trafic susceptible de représenter un danger. Oui, pour envoyer des mails. Le serveur FTP, ce type de serveur peut héberger des contenus sensibles sur le site web d'une entreprise tout en permettant une interaction directe avec les fichiers. Le serveur FTP va donc être particulièrement isolé des systèmes internes critiques. Le serveur FTP, c'est les serveurs web, ça vous voyez ce que c'est. Le serveur FTP messagerie, c'est pareil, c'est pour tout ce qui est la messagerie. Et le serveur FTP, ce qui vous permet de récupérer certains documents, par exemple quand vous allez sur certains sites pour récupérer un logiciel gratuit, etc. On passe par un serveur FTP. Si les DNS offrent une sécurité supplémentaire contre les attaques externes, elles ne protègent pas toutefois par des attaques internes, comme les attaques de reniflage via un analyseur de paquets ou de spooning par mail. Et quand même, il faut faire attention, il faut bien quand même. C'est pour ça qu'il est extrêmement surveillé cette zone-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la pratique. Donc, conception d'un réseau à DMZ. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire dans la conception d'un réseau avec une zone DMZ? Il existe de multiples façons de recevoir un réseau intégrant une zone dématérialisée. Deux méthodes sont fréquemment employées. L'utilisation d'un pare-feu unique, parfois appelé pare-feu à 3 interfaces, et l'utilisation de deux pare-feux. Chacun de ces systèmes peut être étendu afin de créer des architectures complexes répondant aux exigences du réseau. Un pare-feu unique. Et ça va être une approche plus modeste de l'architecture réseau. Consiste à utiliser un pare-feu unique incluant au moins 3 interfaces réseau. La zone dématérialisée sera alors placée à l'intérieur de ce pare-feu. Son fonctionnement est le suivant. Le périphérique du réseau externe établit la connexion à partir du fournisseur d'accès. Le réseau interne est connecté à la deuxième périphérique, puis la connexion établie par le DNS sont générées par le troisième périphérique réseau. On dit périphérique, c'est carte réseau. Donc, si on met deux pare-feux, si on met deux pare-feux dans la zone DNS, l'approche la plus sécurisée consiste à utiliser deux pare-feux pour créer la DMZ. Le premier pare-feu, appelé pare-feu de frontal, est configuré de façon à n'autoriser que les trafics destinés à la DMZ. Le second pare-feu, appelé pare-feu principal, est uniquement responsable du trafic entre la DMZ et le réseau interne, pour renforcer le niveau de protection. Il est possible d'utiliser des pare-feux développés par deux fournisseurs distincts, qui seront alors moins susceptibles de représenter les mêmes vulnérabilités. Il est plus performant, ce modèle peut toutefois s'avérer plus coûteux à mettre en œuvre dans un réseau étendu. Ça veut dire que vous êtes obligé de créer deux pare-feux. Dans quelle mesure les DNS sont-elles importantes? Dans de nombreux réseaux domestiques, les périphériques connectés à Internet sont construits autour d'un même réseau local. Il accède à Internet à partir du routeur au débit. Ce routeur sert alors à la fois de point de connexion et de pare-feu, automatisant ainsi les filtrages de trafic afin de garantir que seuls les messages sécurisés pénètrent dans le réseau local. Dans un tel réseau, une zone dématérialisée peut être construite en ajoutant un pare-feu dédié
qui isolera le réseau local du routeur. Quoique plus onéreux, cette structure peut permettre de protéger les périphériques internes des attaques extérieures complexes. Les DNZ sont donc un composant essentiel de tout système de sécurité de réseau et permettent de protéger les utilisateurs individuels comme les grandes entreprises. Ces zones offrent un niveau de protection supplémentaire en restreignant l'accès distant au serveur et aux informations internes, dont la violation sera pratiquement préjudiciable. Donc, on va passer à la pratique, comme ça vous verrez un peu plus ce qu'il faut faire. Mais avant toute chose, on va utiliser pour cela des commandes. Quelles sont les mesures qui sont-elles importantes? Donc, on a dit, c'est configurer le pare-feu. On va configurer un pare-feu ARS. Et on va utiliser des invites de commandes pour pouvoir plus facilement. Là, c'est ce qu'on va faire. On va créer l'interface. Et toutes les commandes qu'on va taper quand on va passer la suite. D'accord? Vous faites voir vite fait les commandes et on va passer à la pratique. Ça, ce que je fais là, c'est une zone DNZ. On peut voir ici. Là, c'est le réseau local. Mettre une belle couleur pour faire plus joli. Hop. Mettre un beau petit bleu. Et réseau local. D'accord? On va chercher une autre couleur pour la zone DNZ. C'est la zone DNZ. La zone où il va y avoir du danger, hein, on pourrait dire. En rouge, un bon rouge plaque. Là, c'est la zone externe. Donc, quand on dit la zone interne, c'est la zone ici, inside, DMZ. Et là, c'est la zone outside. Donc, on va paramétrer tout ensemble. Vous pouvez voir, il n'y a aucune adresse IP qui a été fixée dans le pare-feu. Ça, c'est la protection de un seul. Ce que je disais, c'est la protection la moins coûteuse. C'est ce qui se passera, c'est toutes les données qui vont passer ici iront par le pare-feu. Du pare-feu, ça ira dans la zone DNZ. Et c'est la zone DNZ qui donnera accès, de certaine façon, à la zone DNZ et le réseau local ensemble. Mais en aucun cas, la zone locale ne pourra aller sur l'extérieur. La seule chose qu'il fera, ce sera protéger ici et passera par la DNZ pour sortir. D'accord? Donc on va se mettre à configurer, comme on peut le voir si on regarde bien. On fait ici. Pour les lecteurs, vous voyez bien que il va chercher, ça marche pas. On essaye là de serveur aller sur le serveur messagerie et ça passe pas. Pour l'instant, on n'a rien configuré. D'accord? Attaquer. Donc on va rentrer. Ne vous inquiétez pas, j'ai paramétré déjà les adresses IP de chacun. Hein. Vous pouvez le voir. Hop, là-dessus, chacun. Voilà, pour vous faciliter la tâche, j'ai paramétré ça. Je vous donnerai le lien si vous voulez voir la maquette vierge pour vous entraîner vers une autre maquette qui pourrait être à peu près similaire. Là, ça peut être un routeur, ça peut être toute autre chose. Hein. Mais ça fait voir, là, c'est la zone d'Enzen à 3 branches, comme on peut le voir. Chacun, ils ont son adresse. Il a son adresse. Si on regarde le routeur, il configure déjà ses routes pour qu'il puisse sortir. On va juste paramétrer ça pour gagner du temps. On va rentrer dans le sujet, donc on rentre dans Enable. Il n'y a pas de mot de passe hein, dans ça, sauf si vous voulez en créer un. D'accord? On fait show running. On fait show running. On peut voir que dans l'interface Rasta 00 qui est ici, sur le réseau local, et sur le VLAN 2, on peut le voir. Le VLAN 1, c'est bien ce qu'on avait dit, c'est 0, c'est le VLAN 2, c'est 100% qui devrait être l'Inside. Donc ici, on va modifier tout ça. Là, l'Outside 2, c'est l'interface 2 pour sortir à l'extérieur. On va supprimer ces informations-là, comme le serveur DHCP. On peut créer un serveur DHCP dedans, hein, comme on pourrait le faire sur un routeur. Là, on va justement enlever tout ça. Donc, on va le faire. On va entrer dans la configuration terminale, on foutait, et là, on tape no DHCP. L'adresse qu'on avait vue, celle-là. On enlève le no DHCP
On va pas paramétrer ça. PD. L'interface VLAN 1, on va rentrer dans l'interface VLAN 1 pour enlever l'adresse IP qui est attribuée. D'accord? Donc, et là, on va supprimer l'adresse IP. Donc, no 192.168.1.1 en masque 255.255.255.0. Voilà, on l'a dégagé. On a dégagé tout ça. Si on fait exit et qu'on regarde maintenant la configuration qu'on avait parlé tout à l'heure, et qu'on exit, voilà, vous pouvez voir, il n'y a plus l'adresse IP pour le VLAN 1, VLAN 2 c'est pareil, bien que DHCP, j'ai tout enlevé, d'accord? Et là on va rentrer, on retourne donc et on va reparamétrer le VLAN 1. On va lui donner l'adresse IP, donc vu que c'est le VLAN 1, c'est ici, et ça c'est l'adresse IP qui est ici 192.168.1.254. On masque 255.255.255.0. On fait no showdown, malgré qu'on voit les voyants verts qui s'allument, hein, no showdown. On quitte donc le VLAN 1 et on va rentrer dans l'interface fast 00 pour lui dire que c'est la fast 0 qui est sur le VLAN 1. Donc on rentre dans l'interface. Là il dit on va faire switch port. Il a compris que maintenant il va être sur le VLAN 1 par le VLAN 1 qui gère le VLAN, d'accord? On quitte l'interface, on va rentrer dans l'interface VLAN 2. Là, pareil, on va lui donner l'adresse IP. 2, c'est la sortie ici. D'accord? Donc, l'adresse qu'on va lui donner, c'est 2.254. On voit bien, c'est l'adresse IP qu'on a choisi, c'est le 2. Vous pouvez mettre une autre si vous voulez mettre. Hein. Donc, on sait qu'il est par défaut, mais on va le laisser comme ça. On peut le mettre. On fait security level 0, malgré qu'il est par défaut à 0. No showdown, pas pour le VLAN 1, pour l'alimenter. Hein. On quitte l'interface du VLAN 2. Là, on va rentrer dans l'interface en traitement d'Ethernet 02 pour lui dire qu'il bascule sur un support accès. On l'a fait ici pour le VLAN 1, mais au lieu de ce soit le VLAN 1, ce sera le VLAN 2. On quitte cette interface. Et là, on va créer un VLAN qui sera le VLAN 3 qui gérera la zone DMZ. Pour cela, on va rentrer dans l'interface. Là, on pourrait dire, interface VLAN 3, on pourrait dire, on fait comme on l'a fait, comme pour là, on lui donne une adresse IP, mais vous allez voir, ça ne marche pas. Il faut, avant toute chose, mettre une autre commande qui est no forward. Vous allez voir si je le fais pas, si je le fais. Vous voyez, on a une erreur, et on nous demande de mettre no forward devant pour qu'on puisse le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer no. On va déclarer l'interface du VLAN 1 parce que c'est justement pour sortir du VLAN 1. Là, c'est le PC, on va demander il peut pinguer une zone DMZ. Donc, on va faire ping 192.168.3.2. On va faire la même chose pour le serveur. Là, comme vous pouvez voir, ça ping pas. Hein. Là, comme vous pouvez voir, la zone DMZ sort. Sans aucun problème. Google. Ah non, c'est le serveur Google. C'est moi que ça marche. Autant pour moi. C'est le serveur Google qui doit pinguer un serveur messagerie. Alors, 192, on va faire le serveur web. 192.168. Là, normalement, c'est pareil. Vous voyez, il ne connaît pas la destination. On va laisser tourner. Et on va voir. Et on va continuer dans la configuration de la zone de DMZ. Et vous verrez que on va se mettre là, on a créé les interfaces de chaque. Le VLAN 3, on ne l'a pas fini, mais là, on y a donné le forward. On va marquer donc le name. DMZ là, il n'y a pas de problème, il le prend. Et la zone de DMZ, on va justement jouer sur la security level. On va augmenter la sécurité. Donc sécurité level. On va y mettre à 50, parce que sinon par défaut, comme vous avez pu voir, c'est à 0. On voit en même temps ce qui se passe en live. On lui donne l'adresse IP. Ah, 192.168.3.254. Comme vous pouvez voir, il n'a pas eu l'adresse IP derrière, hein, on lui a pas fourni l'adresse IP. On y fait no showdown, on quitte donc l'interface du VLAN, et là on va y donner, enfin on va l'associer le VLAN 3 à l'interface face
Internet 0A. On monte dans l'interface. On monte dans cette interface. Et là, pour qu'on va le marquer tout à l'heure, comme ça on gagnera du temps. Non. Et c'est le VLAN. On va faire des tests pour vérifier un peu plus. Pour vérifier, on va taper 3 commandes. Pour vérifier, donc on va faire. Là, on voit bien que VLAN c'est inside. Il est en up. Hop. Donc on peut voir, il est sur les ports 0, 3, 4, 5, 6, 7. Le outside, c'est le port 02 qu'on a vu tout à l'heure. Et là, le 3, on voit bien. Hop, on fait ça. On voit qu'inside, c'est bien le port 0, on est bien dessus. Le outside, pour sortir, c'est le port 02. Là. Et le DNZ et le port 01. On continue à faire le test. On va regarder. Donc on fait donc show. Attends, on va faire show IP. Et là, on voit bien. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On voit bien que le VLAN 1, il a bien l'adresse IP 192.1.254. Le VLAN 2, il a bien l'adresse IP pour outside. Ah, il y a des... On va refaire passer, vous voyez, 68, ça va pas être bon. On va recommencer ces deux-là. Il faut bien bonner le bonne adresse. C'est 168. Moi, ça ne marchera pas. Là, vous voyez ce qu'on a fait en faisant ça, ça supprime l'adresse IP qui était là. Ce sera une autre adresse IP. Et on relance le show IP, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, vous voyez bien, ça a disparu. Plus 68, c'est 168. Bien, ici, curseur adresse, etc. On va faire une dernière interrogation, donc show interface. On va regarder toutes les interfaces, show interface. Et là, on voit bien qu'il est actif, opérationnel, une date. On voit bien les interfaces réseau qui sont bien connectées en inside et qui sont en up, donc allumés. 1, 2 et 3. D'accord? Regardez les serveurs. Hop. On voit bien que les gens sont pingés, ils n'arrivent toujours pas à se connecter. Parce que là, maintenant, ce qu'on va créer, il va falloir qu'on crée une adresse de route pour qu'ils puissent sortir des serveurs et configurer le NAT et SS10. Et c'est ça, toute cette configuration-là, c'est ça qui va permettre à la zone DSN de pouvoir se connecter des serveurs. D'accord? Donc, on va créer la route. C'est la route pour sortir. Donc, la route outside 0.0.0.0. Cette fois, on met le masque de réseau, donc 0.0.0.0. Comme ça lui permet de sortir sur n'importe quelle adresse. Le lien qu'on veut qu'il aille, c'est bien sûr cette interface-là, le routeur, et lui qui a l'adresse IP, donc si on vient bien face à 00, l'adresse IP qu'il a, c'est 192.168.2.200. Donc 192.168.2.200. On crée la route de chaque côté. Pour voir, ça ne ping pas toujours, c'est normal parce qu'on n'a pas fini la configuration. On sort donc et on reste. Maintenant, on va créer le NAT, donc on va lui donner un nom qui sera Internet. L'accès Internet vers l'extérieur. D'accord? Dans l'objet, on va lui donner donc une adresse. Donc cette adresse va être 192.168.0 avec son masque 255.255.255.0. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un NAT. NAT, entre parenthèses, on va marquer inside, de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? On va le mettre en mode dynamique et sur toute l'interface. Là, on voit que ça bouge pas vraiment, mais continue. Vous allez voir, ça va bouger à un moment donné. On va créer un autre objet. Donc, on quitte celui-là, exit. Alors, ce qui peut arriver, risque d'arriver, mais ça on le verra plus tard, c'est dans les groupes qu'on va créer des groupes dans les assets list, parce qu'on va créer des assets list. Il y a un groupe qui risque de disparaître quand il sera paramétré. Je vous expliquerai quand on arrivera à ce niveau-là. Donc on fait un autre objet. L'objet c'est plus network, on marque, mais c'est plus internet, on va marquer serveur pour le niveau de la DNZ. Pour qu'on peut voir c'est le réseau local vers l'extérieur. Là ça va être le réseau local. Là on va paramétrer pour du DNZ vers l'extérieur. Donc pour ça, on crée le NAT. C'est pour ça qu'on lui donne un objet de network serveur pour les serveurs, on lui donne un nom. Donc, pareil, on lui donne une adresse IP. Ouais, non, une adresse IP, donc sub. Update. Pour sortir, c'est le 1, l'adresse IP 1, c'était
le réseau local. Là maintenant l'adresse IP des DMZ commence par 0.92.168.3.0. 3.0. Et avec son masque 255.255.255.0. Voilà. Le NAT, donc on crée le NAT, hein. Le NAT, donc je vous dis de la DMZ vers Outside, la zone qu'on veut sortir, hein. On met en mode dynamique, on pourrait le mettre autrement, mais on peut le mettre en mode dynamique. Et pareil pour toute interface. Okay. Là, on a fini de configurer le NAT. On revient dans la configuration terminale. Et là, on va faire les access lists. C'est là que vous allez voir, ça va commencer à bouger un peu plus. Donc pour ça, on va taper. Si vous ne vous rappelez plus qu'est-ce que c'est, ou vous ne savez plus ce que c'est l'access list, je vous réfère à ce moment-là sur une des vidéos que j'ai créées il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est une access list, quels sont les access lists standards et standards. Donc pour ça, je vous réfère là-dessus. Soit je vous le mettrai dans la description et je vous le mettrai ici en haut pour que vous puissiez voir et savoir ce que c'est un access list et comment la configurer. Pareil pour le NAT, j'ai fait aussi une vidéo sur qu'est-ce que c'est le NAT. On continue, donc extended permit, on donne la permission donc pour sortir, hein. Permit, la permission ou pour tout ce qui est TCP. Là, vous choisissez le protocole que vous voulez permettre à la sortie, qu'il puisse sortir, et pour que ça revienne, que le serveur réponde. Dans le sens, d'accord? Permit, on refait aussi une access list, là, donner un autre protocole qui est l'ICMP, celui qui nous permet de pinguer en ce moment depuis tout à l'heure. Donc IC. Sinon, vous voyez, vous verrez dans les entreprises, le plus souvent l'ICMP est bloqué ou sécurisé par. C'est une des portes d'entrée qui nous permet de pouvoir avoir l'adresse IP du réseau en question. Access group, c'est pour Internet, donc on remarque Internet. Il faut bien remettre de la même façon que vous l'avez écrit, sinon ça ne marchera pas. In. Sur quelle interface? C'est là que c'est celui-là qui peut se supprimer si on va faire l'autre outside. Notre groupe. Donc, interface, outside. Là, on a créé ce groupe-là via Internet. Et ce groupe, regarde si j'ai rien oublié, in interface outside. Vous pouvez voir, il n'y en a aucun qui s'applique sur aucun. Enfin, une autre access list. Et moi aussi, quand j'ai fait les tests, ça ne voulait pas marcher. Donc, en gros, c'est là que le groupe Internet que j'avais créé risque de disparaître. Peut-être une chose qu'on a oublié quelque part. À ce moment, ça devrait pouvoir marcher. Vous voyez, si on essaye de pinguer, on fait ping. On va faire 172.16.254. Vous voyez, ça passe 4 sur 5. Si on réessaye, nous on devrait avoir 5 sur 5. Voilà. Vous voyez, ça passe. Pour ça, c'est peut-être une fausse information qu'il est en train de nous donner, le serveur. Le serveur, vous voyez, il a du mal à rentrer. Et c'est passé. Il arrive à pinguer. Mais comme vous pouvez voir, le serveur a du mal à pinguer à l'intérieur. Une sécurité qui est protégée. C'est pareil, si là, on essaie de pinguer de l'extérieur, on voit bien que ça a du mal à sortir, que ça ne sort pas. Voilà la sécurité. Je vais vous expliquer, c'est la règle sur le système du DMZ, comment ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si cela vous intéresse que je parle sur le même thème, sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir pour cela de vous faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et qui pourra faire vivre ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir et à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.